tous. Je pense que nous allons pouvoir démarrer cette nouvelle conférence et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sybille André et Parsa Zarian qui vont nous parler du projet Zimesaver à Genève. Le grand projet Zimesaver consiste à requalifier une grande zone d'activité économique essentiellement liée à une vocation logistique en y implantant différents éléments au niveau de la charpente paysagère pour reconférer une cohérence globale, une identité forte au lieu. Nous avons pensé que c'était un projet intéressant pour la région wallonne où des questions similaires se posent pour une série de zones d'activité économique et en particulier également pour des zones à vocation logistique. Et nous pensons également aux des zones à fonction logistique qui pourraient être requalifiées dans le cadre de reconversion de friches industrielles. Et en deux mots, mais je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Sybille André est architecte, urbaniste, paysagiste et associé à l'agence Paysage Gestion. Et Parsa Zarian est ingénieur urbaniste, directeur technique de l'agence LMAU. Et je vais maintenant leur passer la parole pour présenter leur projet. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous, merci pour les quelques mots d'introduction. C'est un peu une nouvelle pour nous parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de donner des conférences ou des exposés devant un ordinateur. Donc j'espère que ça se passera bien. Au vu des circonstances, on a dû aussi un peu adapter le contenu. On n'a pas forcément eu tout le temps qu'on aurait voulu pour se préparer à fond. Mais voilà, on a fait de notre mieux. On a quand même plus de 100 dias à vous montrer. Alors on passera assez rapidement sur certains, bien sûr. On espère qu'on sera assez clair et que ça sera intéressant. On est de toute façon à disposition après notre exposé pour répondre aux questions. Donc voilà, on va faire au mieux pour vous présenter ce projet de Zimesaver. Alors juste une petite explication. Donc Zimesaver, c'est un nom un peu barbare comme ça. On comprend pas trop d'où il sort. Alors en fait, c'est simplement une conjonction de mots. Donc Zi pour zone industrielle, mais pour Meyrin, la commune de Meyrin, Za pour la commune de Satigny et Ver pour la commune de Verrier. Parce qu'en fait, ce territoire qui est assez grand, en tout cas à l'échelle de la Suisse, de la Suisse romande, se trouve à cheval en fait sur ces trois communes. Donc c'est simplement la conjonction de ces trois noms qui a donné ce terme un peu étonnant comme ça. On va juste commencer par vous présenter un petit film qui va vous donner un peu une vision un peu générale du site et de son contexte. Et puis après, on commencera les explications. Alors, j'espère que ça fonctionne. Je lance le film.
Voilà, alors c'est surtout un film en fait qui a été fait donc par l'État de Genève, hein. C'est un film qui est public, qui est accessible à tous sur Internet et qui avait été fait surtout en lien avec la construction donc de ce nouveau barreau routier que vous avez vu, cette nouvelle jonction autoroutière pour permettre de fluidifier le trafic automobile dans la zone industrielle. C'est surtout en fait dans ce but-là qu'il a été fait. Donc, bien sûr, il ne montre pas toute la zone industrielle, mais ça donne quand même une petite idée. Alors, je vais changer de support. Voilà. Alors, voilà notre présentation. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un grand territoire de zone industrielle qui se trouve à cheval sur 3 communes, mais en fait, ces 3 communes font partie de l'agglomération genevoise. Donc, on se trouve à Genève, au bout du lac Léman, tout au bout de la Suisse. Vous avez la France, en fait, qui entoure ce territoire genevois. Genève est un territoire dense puisqu'il est très contraint par la frontière française sur 3 côtés, en plus du lac sur l'autre côté. Donc c'est une agglomération assez dense et à une identité assez forte avec cette zone industrielle que vous voyez là, en fait. Je ne sais pas si est-ce qu'on voit ma souris, en fait? D'accord. Donc, vous avez cette zone industrielle ici, à cheval sur les 3 communes. La frontière française passe juste sur le côté gauche. Ici, on a le CERN. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du CERN. Donc, c'est le centre de recherche européenne. C'est notamment là où ils ont construit le fameux projecteur de protons, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, c'est ce cercle énorme souterrain où on projette les protons pour voir ce qui se passe quand ils se cassent. Bref, donc on est là, on a l'aéroport international de Genève aussi qui se situe sur le côté. Donc on est entouré de différentes entités avec ces caractéristiques propres que je vais montrer tout à l'heure. Alors si je zoome un petit peu, on a cette zone industrielle ici, avec l'aéroport là, le CERN de ce côté-là, et puis plutôt agriculture et forêt sur les côtés. Ensuite, on a un ancien cœur de village qui est la commune de Vernier ici au sud, et un autre ancien cœur de village qui est la commune de Mérin ici au nord. Alors, je vais commencer par vous présenter en fait ce que moi, en tant qu'architecte, paysagiste et urbaniste, j'ai fait en fait dans ce grand projet parce que Paysagestion a été partie prenante au sein d'une équipe dont le pilote de l'équipe était du coup le bureau LMAU urbaniste. Nous étions les architectes paysagistes de l'étude. Nous sommes donc occupés d'analyser le territoire à grande échelle, de comprendre comment il s'était constitué, de comprendre ses valeurs et ses caractéristiques, dont l'objectif était de trouver des pistes pour arriver à organiser en fait cette zone industrielle qui, vous le verrez, est assez chaotique et hétéroclite à l'heure actuelle. Donc, je vais d'abord vous présenter en fait la vision paysagère, la vision de structure par le paysage, par les espaces verts et par les espaces publics. Et ensuite, je céderai la parole à mon collègue Parsazarian, qui est lui urbaniste, collaborateur de l'agence LMAU, qui s'est donc occupé du pilotage et de l'urbanisme. Alors voilà, ça c'est la zone Zimeza aujourd'hui. On a donc toutes sortes de bâtiments avec des densités très variables, beaucoup de routes, forcément, parce qu'il y a beaucoup de trafic poids lourd qui doit passer par là. On a aussi des branches, on a aussi un chemin de fer, en fait, qui traverse, une ligne de chemin de fer qui traverse toute la zone et qui comprend des branches qui partent sur les côtés pour desservir les bâtiments industriels. Euh, donc ça, c'est la vision, en fait, qu'on a aujourd'hui.
Donc, quand on voit forcément une image comme ça, on se dit, ben voilà, ça va être assez difficile de structurer ça et puis de lui donner une certaine cohérence, surtout que les choses se sont construites à partir des années 70-80 et pas toujours avec une logique ou une cohérence. Ça, c'est plutôt fait au gré des opportunités. Donc voilà un peu l'analyse morphologique et topographique du site. Donc on est vraiment, on s'insère en fait entre une grande chaîne montagneuse qui est le Jura sur la gauche ici, et puis les Alpes ici à droite. On a le lac dans la même orientation qui se jette dans le Rhône qui finit donc dans la Méditerranée proche de Marseille. On a une autre branche de rivière qui descend, elle, des Alpes, qui s'appelle l'Arve et qui rejoint le Rhône à cet endroit-là. Cette orientation sud-ouest-nord-est est due au retrait du glacier qui en fait est remonté vers le nord en suivant cette orientation. Donc en fait tout le territoire sur Genève a une forte empreinte de ce glacier, notamment avec ses traces montagneuses et ses moraines qu'on arrive à deviner un peu sur le MNT, là, le modèle numérique de terrain, donc qui vont toujours dans ce sens. Donc on verra que on a ensuite analysé le bâti et son évolution et on s'est rendu compte qu'en fait les villages étaient implantés dans cette orientation sud-ouest-nord-est. Donc en fait dans l'orientation des courbes de niveau, on va dire de la topographie sur des lignes. Donc là c'est la situation en 1938. On voit qu'en 1967 la Zimeza commence à se développer avec des routes qui suivent certaines orientations. En 80, en 80, pardon, on a des constructions qui commencent à suivre ces routes. En 98, en 98, on voit que ça prend de l'ampleur, que ça devient de plus en plus important. Et puis là, c'est plus ou moins la situation actuelle, donc de 2011. Donc on voit que tout suit vraiment cette orientation de l'ancien glacier. Et ça donne justement des rues ou des routes, on va dire, des dessertes industrielles qui sont très linéaires et très orientées et très fortes, hein, qui donnent vraiment un caractère assez fort, notamment avec ces bâtiments qui sont quand même très imposants, très longitudinaux, donc les façades qui suivent comme ça cette orientation. Donc on a trouvé que c'était une caractéristique vraiment de base de ce lieu. Ensuite, on a une autre orientation qui est peut-être plus secondaire, qui est, elle, perpendiculaire à l'orientation principale, avec notamment des cheminements, du parcellaire, en fait, qui suit cette orientation-là. Ensuite, on a aussi remarqué que cette zone industrielle était entourée encore, et avec une certaine qualité, d'un grand espace de transition qui est en fait dédié à l'agriculture. On a des champs en fait qui entourent cette zone industrielle et ça lui confère aussi un caractère très particulier parce qu'on a une rupture assez brute comme ça entre le monde industriel et le monde agricole. C'est aussi sur cette rupture et sur cet espace de transition qu'on a essayé ensuite de travailler. Alors voilà, en photo aérienne, ce qui est cet espace de grande agriculture en fait qui enserre cette zone industrielle. Alors on voit que dans la plupart des cas, les bâtiments et la zone industrielle essayent de se cacher, en fait, de protéger avec de la végétation. Elle n'a pas tellement envie de se donner à voir, en fait, ce qui nous paraissait assez dommage, en fait. Donc voilà, on a un peu deux mondes séparés qui s'ignorent et qui ne veulent pas trop dialoguer. Autour de cette couronne agricole, on a une deuxième couronne paysagère avec des grandes entités. Alors, on a l'entité de l'aéroport international, là à droite. Ensuite, on a des entités de forêt. Et puis, on a une entité importante de vignobles qui se situe justement sur une de ces moraines de l'ancien glacier. Et puis, en contrebas, la vallée du Rhône.
qui est moins forte parce que moins visible puisqu'elle est en contrebas, mais qui est quand même très présente. Donc voilà l'agriculture qui s'insère dans la zone industrielle, la forêt également, et puis les vignobles. Alors on a ces points de vue, ces dégagements comme ça sur les vignobles en fond. Donc là, les photos ont été prises en hiver, donc c'est peut-être pas très clair, mais ici on a tout un coteau viticole en fait, avec le Jura à l'arrière. Et puis certaines vues sur la vallée du Rhône en contrebas, et surtout on ne voit jamais l'eau de la rivière, par contre on la sent, et notamment avec la présence de toute sa ripisylve, donc ces cordons boisés, cette forêt qui accompagne le Rhône. Et puis la présence de l'aéroport, hein, même si on ne le voit pas forcément, l'aéroport on l'entend, parce qu'il y a de fortes présences sonores avec l'atterrissage et le décollage des avions qui est vraiment une particularité du site. C'est d'ailleurs pour cette en particularité, c'est une des raisons pour lesquelles on a fait une zone industrielle à cet endroit-là, c'est que pour des raisons de nuisance sonore et donc de protection contre le bruit, il n'est pas autorisé, en tout cas plus autorisé, de construire des logements sur cet espace-là. Alors voilà, ça c'est donc l'Asie mésavert. On a essayé de repérer donc les entités paysagères autour, les espaces publics ouverts à l'intérieur. Donc on voit clairement qu'il y en a très peu, très très peu, et les cheminements piétons ou de mobilité douce aussi qui sont vraiment très peu et assez difficiles d'accès et surtout en manque de continuité et de perméabilité. Donc c'est souvent des cul-de-sac. Et on voit que la perméabilité piétonne existe notamment autour du cœur historique de Mérin ou autour du cœur historique de Vernier, mais très difficilement à l'intérieur de la zone industrielle. Par rapport aux espaces publics, donc il y a clairement un besoin en espaces publics de qualité. Il y a très très peu d'espaces qui sont dédiés enfin, comment dire, aux piétons, oui, à la mobilité douce. Hein. C'est vraiment. Bon, après, c'est aussi le propre d'une zone industrielle, mais on est vraiment clairement dans un monde de voitures et de camions. Donc là, on a juste, ça c'est par exemple une des gares, hein, parce qu'il y a 3 gares importantes sur le tracé. Et puis ça, c'est par exemple une des gares. Alors le seul élément qu'on trouve sur cette gare, en fait, c'est ce petit kiosque là, ce petit snack café qui est pas forcément très heureux. Et puis ça, par exemple, c'est une gare. Alors elles sont en cours de requalification, mais c'est vrai que c'est pas forcément l'endroit où enfin ça ne donne pas très envie de prendre les transports publics. Après, on voit qu'il y a un réel besoin parce que à l'intérieur de plusieurs de ces industries, enfin ces parcelles industrielles, on a tout à coup des espaces verts ou des endroits où on voit que les gens ont quand même besoin de sortir pour pique-niquer, enfin sortir pour manger à midi ou pour la pause café ou pour aller fumer une cigarette, et puis ils n'ont pas forcément envie de le faire sur l'asphalte du parking du personnel. Donc par-ci, par-là, on arrive à voir qu'il y a tout à coup des tables de pique-nique, du mobilier urbain comme ça qui s'installe pour accueillir les gens. Et puis par rapport à la mobilité douce, ben voilà, alors comme je disais tout à l'heure, il y a très peu de perméabilité piétonne, mais tout à coup on trouve des choses. Alors c'est pas non plus le chemin piéton qui fait rêver, mais il y a quand même des tentatives de perméabilité. Après, on a analysé les vues et les dégagements, comme je disais tout à l'heure, donc sur la gauche en direction du Jura et des vignobles, et sur la droite en direction des Alpes et du Rhône. Donc, voilà typiquement un dégagement sur le Jura. Et voilà, donc suite à cette analyse, on a fait une première stratégie. On s'est dit que le nerf de la guerre dans une zone comme ça, c'est d'arriver à la désenclaver, pour les piétons et la mobilité douce, mais aussi pour la végétation, donc pour la biodiversité, d'amener un peu d'espace vert, d'espace de rencontre, d'espace de délassement à l'intérieur de cette zone industrielle. Parce que même si c'est industriel et que c'est surtout des camions, c'est aussi des gens qui y habitent et qui ont aussi envie de travailler dans un cadre agréable. Donc on a travaillé sur ces grandes traversées vertes, donc paysagères
et biologique dans le sens du développement de la zone industrielle, donc dans le sens dans cette orientation caractéristique de l'ancien glacier. Et on a essayé de recoudre, de travailler sur des coutures, des traversées vertes qui permettent de lier une extrémité à une autre. Et en essayant à chaque fois de, de relier aussi les espaces publics majeurs. Donc là, on a 3 espaces publics qui sont en fait les 3 gares. Donc on a la gare de Vernier, la gare de Meyrin et la gare de Zimeza. Et puis on a les centres historiques qui sont un peu les lieux qui sont conviviaux et où l'espace public a été développé de manière qualitative. Donc avec ces traversées vertes, on essaye de relier aussi les espaces publics. Ensuite, on a 2 colonnes vertébrales de cette zone industrielle. C'est une route qui s'appelle la route du Nant d'Avril et la route de Meyrin, qui est en fait l'ancienne route historique qui reliait le centre de Genève à Saint-Genis de Pouilly, etc., dans l'Ain, donc en France. Donc voilà, ça c'est vraiment en fait notre schéma de base, notre charpente paysagère qu'on a essayé d'instaurer. Et tout ce que je vais vous montrer à présent, en fait, découle de cette structure qu'on a essayé de mettre en place. Donc voilà, ça, c'est ces grandes traversées vertes pour relier un côté et l'autre de la zone industrielle. Donc là, on a essayé de voir si on arrivait à prendre, à se dilater, à prendre un peu sur les côtés pour offrir de l'espace public et de la verdure. Donc ça, c'est sur l'axe principal de la route du Nord d'Avril. Là, c'est une des traversées que je vous montrais tout à l'heure qui passe par une gare. Donc ça, c'est la gare de Zimeza. Une autre des traversées pour faire le lien entre un espace arboré, un parc, des espaces publics et l'autre extrémité de la couronne. Et puis là, à nouveau, un axe transversal. Donc voilà ce que ça donne comme stratégie. Donc offrir un maillage aussi plus dense au sein de l'habitat. Mais là, c'est mon collègue, M. Zarian, qui vous expliquera plus en détail ce qui se passe par rapport à l'urbanisation, donc au bâti. Ça, c'était une étude sur la question des eaux de l'évacuation des eaux de pluie, pardon. On a donc ici en bas le Rhône existant, donc c'est vraiment le bassin versant, enfin tout se verse dans le Rhône. Ici, on a un Nant qui est existant et qui a été enterré et canalisé. Donc le projet a été développé pour le remettre à ciel ouvert. D'ailleurs, ça a été fait. C'est aujourd'hui je pense, une des seules mesures qui a été déjà concrétisée. Et ensuite, on a travaillé sur un réseau en fait de noues ou de canalisation pour jeter les eaux dans le Nant d'Avril. Et puis par rapport à l'arborisation, donc l'idée c'était d'accompagner avec des arbres ces axes transversaux, donc uniquement dans les axes transversaux pour laisser des dégagements plutôt en direction du Jura et des Alpes, et puis de la lisière agricole ici au sud-ouest. Donc voilà une des mesures, donc ouvrir les vues sur le Jura et les Alpes. Aménager une frange, une zone de transition agréable entre la zone industrielle et l'agriculture, notamment en s'ouvrant en fait sur l'agriculture, en assumant le fait d'être une zone industrielle, sans vouloir justement s'en cacher, mais plutôt en assumant ce lien avec la zone industrielle. Et puis essayer d'offrir le plus d'espaces verts possible, notamment le long de l'axe principal. Donc voilà le plan de la charpente paysagère. Et puis, on a essayé de travailler. Alors, c'était assez difficile, en fait, d'amener, en fait, toute cette intention paysagère dans une zone industrielle parce que on avait des maîtres d'ouvrage et des intervenants, enfin, des acteurs qui n'étaient pas forcément ouverts
un verdissement d'une zone industrielle. Ils avaient un peu de la peine à comprendre que l'intérêt, en fait, d'avoir des espaces verts et de la végétation au sein d'une zone industrielle. Parce que pour eux, une zone industrielle, ça doit être fonctionnel, ça doit être, ça doit supporter énormément de contraintes logistiques. Et voilà, il faut surtout que ça fonctionne, que ça marche, quoi. Et forcément, venir planter des arbres ou venir créer des chemins de mobilité douce, c'était pas forcément accepté et intéressant pour tout le monde. Donc, on a essayé de chercher des références, leur montrer que oui, ça existe des, euh, des zones industrielles vertes, que c'est chouette, que les gens sont contents et que ça fonctionne justement même avec toutes les contraintes logistiques. Donc là, on a trouvé cette zone industrielle à Amsterdam qu'on trouvait assez chouette et qui montre justement qu'on arrive à planter des arbres et puis qu'on arrive à avoir des chemins de mobilité douce et que ça donne quelque chose d'assez chouette. Donc ça, c'est Amsterdam. Ça, c'est aussi Amsterdam. Aussi Amsterdam. Et puis, ça, c'est un peu moins industriel parce que c'est l'EPFL à Lausanne, donc c'est l'école polytechnique de Lausanne, mais qui a quand même un aspect très, très industriel et qui justement offre des espaces verts et paysagers qui sont vraiment très, très, très chouettes, très agréables et puis qui permettent justement des petits points de rencontre agréables. Donc voilà le schéma de principe. Et puis là, on avait travaillé sur des exemples d'aménagement justement pour montrer que on arrivait à transformer une desserte industrielle en quelque chose de plus agréable et plus planté. Donc en élargissant un petit peu l'emprise pour offrir une bande herbeuse qui protège le trafic des piétons et puis de planter des arbres. Alors on a fait ce travail en fait sur plusieurs de ces grandes traversées vertes qu'on propose pour montrer aux maîtres d'ouvrage ce qu'on imaginait et puis ce que ça voulait dire en termes fonciers. Ici, on a un exemple de la route de Satigny, sauf erreur, où on aménage aussi sur le côté du chemin piéton un espace, une noue, un fossé qui permet d'évacuer les eaux à ciel ouvert en direction du Rhône. Voilà, donc je vais céder la parole à mon collègue. Merci beaucoup. Voilà. Donc, comme Mme André a dit, notre agence était pilotée urbaniste. À cette époque, moi, je travaillais pas à l'agence. Donc, j'ai rejoint l'agence au cours de route. Donc, sans doute, s'il manque quelque chose, donc, voilà, je ne maîtrise pas l'ensemble du dossier. Peut-être voilà une vision d'existence sur le site, donc le site bâti, enfin on voit tout, ça cette orthophoto date il y a 12 ans, et l'objectif de densification, le pourquoi de cette densification, pourquoi on travaille sur cette zone. En fait, il y a plusieurs raisons. Évidemment, Mme André a mentionné l'histoire de l'objectif de requalifier, amener des entreprises, les valoriser, accueillir d'autres entreprises, notamment concentrer l'emploi des zones industrielles ici, aussi à cause de d'autres projets, notamment le projet de PAV. Hein. C'est une très grande gare de triage à distance de moins de 20 minutes, 25 minutes, en lien avec le projet de SEVA, grande ligne RER qui connecte, enfin qui fait un boucle, je dirais, entre Annemasse et Genève. Cette zone va accueillir l'emploi qui se trouvait sur cette zone industrielle pour laisser la place à la densification pour le logement et accueillir des entreprises ici. Ça, c'est une chose. Deuxième, depuis quelques années, la planification change. Et la planification suisse, il y a une notion de périmètre d'urbanisation. Donc, tous les cantons font l'exercice de planification différemment et le métier se pratique aussi différemment. On ne peut plus s'étendre, comme c'est le cas aussi pour les zones d'activité économique, je dirais dans le sens large. Il y a un périmètre qu'on ne peut plus dépasser au-delà de ce périmètre. Donc, il y a un exercice de requalification et densification que tous les cantons doivent faire. Et toute densification au-delà de ce périmètre nécessite
vraiment des justifications et des arguments. Peut-être encore avant de changer de slide, il faut quand même dire, le défi pour ce périmètre, c'est la taille. On a parlé de 300 hectares, qui est énorme. Et ces 300 hectares va aller dire, enfin, le donner, je dirais, comme objectif, le double de la même surface constructible. Donc 600 hectares constructibles. Et je crois, c'est mon avis personnel, ça reste toujours un défi de tous les niveaux, tant par rapport de l'échelle que par rapport de la vision planification, que par rapport des instruments de planification, que par rapport de la question de gouvernance. Beaucoup d'efforts ont été faits. D'ailleurs, on a commencé cette présentation avec ce grand projet d'infrastructure, barreau autoroutier de Montfleury, nécessaire pour vraiment déclencher, nécessaire pour permettre une requalification de site. Et je vais vous présenter d'autres projets d'infrastructure en lien avec, disons, l'horizon qui a été donné pour ce site. Merci. Parlons de processus. Donc, pour juste avoir une idée, voilà, les instruments de planification à l'échelle supérieure, il y en a deux. Il y a un plan directeur cantonal, donc, qui a été révisé et mis à jour en 2019. Ce plan directeur cantonal, disons, qui couvre le territoire cantonal, va être revu dans 2 ans. Et donc, plan directeur cantonal, Genève, il reconnaissait 20 périmètres de grands projets, il en a gardé 10, et des grands projets, périmètres des grands projets, et Zimizaver en a une, le plus important, je dirais, périmètre par rapport aux zones d'activité économique et zones industrielles. Deuxième, il y a un autre instrument, on appelle le plan d'agglomération, PA3, troisième génération de plan d'agglomération, qui couvre un territoire plus élargi entre Suisse et France, Franco-Val de Genevoise. Donc, voilà, donc, il y a des réflexions sur ce périmètre. Ce plan va être aussi revu dans 1 an. C'est ces 2 instruments, finalement, qui a permis au canton de se lancer sur Zimizaver. Et voilà, ce qu'on voit ici, c'est justement ce défi. La taille de ce projet et ces instruments ne permettaient pas, ou pas complètement, de saisir et de vouloir le requalifier. C'est la raison pour laquelle il y a un échelon, donc territorial, sectoriel et après opérationnel, avant de parler de mise en œuvre. Donc, c'est les étapes clés. Et en fait, dans une grande partie de ça, je pense que, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, toute cette partie, donc stratégie territoriale et stratégie sectorielle, on peut dire en planification, voilà, merci, représente, merci, des instruments, je dirais, incitatifs. C'est des instruments on n'est pas dans la planification directrice, on a, je dirais, peut-être inventé des instruments à l'échelle intermédiaire qui permet d'ouvrir ce dialogue de requalification. Je dirais, c'est peut-être même la manière que ça a été abordé, c'est un peu la manière que nous avons voulu présenter aussi le projet. C'est paysagiste qui commence avec une lecture paysagère, avec des socles paysagères, et après, l'urbanisme entre je dirais, en jeu. Ce qui n'est pas du tout, ce n'est pas été le cas aujourd'hui, ce qui est extrêmement difficile, il faut le dire, c'est une expérience en soi. Et en fait, c'est presque à 3e niveau où on a équipé des édipes. Donc ça, c'est le plan directeur des zones industrielles, plan directeur des zones industrielles et artisanales, et plan directeur des zones de développement industriel mixte, PDZM, qui intervient en fait. Et ça, il s'agit des instruments, une partie des instruments donc planification directrice, et une partie, on entre dans la planification contraignante. Pour avancer. Merci. Donc, il existe une fiche P10, et cette fiche, c'est le repère où on se trouve à l'intérieur du plan directeur cantonal. On peut lire c'est quoi la vision pour 2030. Et donc, peut-être c'est important quelques chiffres, 300 logements, 10 000 emplois, sachant que la capacité, c'est 3 fois de ça. On ne sait pas, peut-être on verra en 2030, est-ce que c'est réel, est-ce qu'on arrive à l'atteindre? Et j'ai l'impression il y a des bonnes ambitions, il y a des bonnes intentions, et en fait, cette zone, elle est divisée pour le moment, sauf erreur, 6 ou 7 parties, 6 ou 7 plans directeurs zone industrielle,
et on verra si vraiment ces plans directeurs, cette manière de faire répond pour atteindre cette ambition. Peut-être un élément aussi important, c'est l'acteur principal qui a été mis au point, hein, c'est FTI, Fondation de terrain industriel, public, en lien avec le privé, et presque un quart de maîtrise foncière, c'est FTI. C'est FTI qui est opérateur, qui est toujours opérateur, et qui travaille pour pouvoir vraiment requalifier le site. Peut-être un dernier élément, c'est aussi question de fret, hein, question de logistique, ça a été dit, et maintenant on dépasse 1 million de tonnes par an, donc fret logistique qui sera desservi avec la rail. Pour avancer. Et pour pouvoir un peu cerner, évidemment, moi je vais juste rapidement vous présenter, dès le début de projet, je dirais vraiment le diagnostic tout simple, et je vais commenter les planches, on voit parfaitement, ce qui n'est pas exactement le cas aujourd'hui, mais il y a encore un chemin à parcourir, la question de domination des teams, c'est transport individuel motorisé. On voit parfaitement qu'il y a 3 gares, il y a des lignes de bus, mais une grande partie du site, notamment où des entreprises qui représentent plusieurs emplois, c'est-à-dire plusieurs personnes qui se déplacent, sont desservies uniquement par la voiture. Et c'est la raison pour laquelle il y a une mise en question, je dirais mise en question pour l'approche de ce projet et mise en question aussi professionnelle. Est-ce qu'on peut entamer une discussion de perméabilité, perméabilité piétonne, mobilité douce, hein, les pistes cyclables utilitaires pour aller au travail et revenir, et avec plusieurs acteurs, notamment le privé, l'endroit où les camions de 40 tonnes sont normales, beaucoup de bruit et beaucoup de contraintes. On peut avancer. On peut vraiment avancer sur le texte, on n'a pas besoin d'attendre. Et d'autres contraintes, je pense, c'est partout un peu pareil, je dirais. Les contraintes, on doit les maîtriser, il en existe énormément, et il y a plusieurs échelons. Donc, les limites de planification, on ne parle pas encore de projet, il y a des distances précautions, tant par rapport de questions de bruit, questions de tout type de nuisance, questions de ORNI, donc ordonnance pour les rayons non ionisants, pour tout ce qui est antenne, tout ce qui est câble, haute tension, gazoduc, oléoduc, les sites pollués, c'est la partie rouge, hein, vous le voyez, il y en a quand même quelques sites pollués. Là, on parle du niveau de planification. On n'a pas encore un projet, on n'est pas encore au niveau de, je dirais même, de secteur. Et évidemment, la question de rail est l'essentiel, qui est la question OPAM, de l'ordonnance de protection contre des accidents majeurs. Il s'agit des gaz toxiques, il s'agit des incendies et l'explosion. Donc, on concentre, on est dans la zone industrielle et artisanale, on concentre la production, les machineries, stockage des matériaux dangereux, et il y a plusieurs réglementations à respecter. Et en fait, ça fait partie, je dirais, de réalité. Il y a beaucoup de retours de connaissances, beaucoup de retours d'expérience. Et je dirais peut-être, c'est important de dire, je dirais, là, ce temps de 10 ans, beaucoup de choses changent. Les technologies changent aussi. Beaucoup d'entreprises utilisent d'autres types de matériaux pour produire chaud, pour produire froid, aussi dans le chaîne de production. Donc, une vision, je dirais, à long terme sur l'aléa et le danger que ça représente nécessite d'être vraiment prise en compte à long terme. On peut avancer. Merci. Synthèse des enjeux. Grande partie, ça a été déjà dit. Perméabilité, connexion et projet de voie verte. Il y avait cette logique, hein, on peut le voir avec des cercles, d'où concentrer, de quelle manière on peut rapprocher cette future densification autour de Polgare à distance de 300 mètres, 500 mètres, mais aussi peut-être 1 kilomètre. Comment on peut drainer ces différents, je dirais, zones au secteur, mais je peux le dire maintenant. Il faut le dire, à cette époque, donc avec les planches qu'on voit, on ne savait pas. Il y avait première question, quel est le périmètre de Mésaver? C'était la première question à répondre. De quelle manière saisir, de quelle manière introduire d'autres périmètres, et quelle sera, voilà, c'est d'échelle intermédiaire, on est extrêmement loin encore de l'échelle de la parcelle. Et cette je dirais, sectorisation, si j'ose dire, est venue à fur et à mesure. Donc, vous le verrez à fur et à mesure que je présente l'évolution du site. Indice d'occupation du sol, on le voit parfaitement. Il y en a quelques parties qui sont rouge foncé, et l'occupation du sol, c'est comme partout, toutes les zones.
grands bâtiments, grandes halls, stockage industriel, grande surface, hein, presque moitié-moitié, je dirais. Beaucoup de surface stockage, libre, tout divers, voilà, vraiment exactement les mêmes photos qu'on a vu avant. Et la même chose pour l'utilisation du sol, comment on peut injecter revenir sur une question de densité et de quelle manière répondre à cette densité, je dirais plutôt verticale. Et si c'est le cas, quoi faire avec le reste, avec des surfaces qui vont rester vides. Sachant que c'est quand même important de le dire, là on parle d'une très grande zone, à très grande majorité, zone bitumée, zone très grand îlot de chaleur. Et à l'époque, il n'existait pas plan climat, il n'existe toujours pas, mais il y a des intentions. Aujourd'hui, on parle vraiment des objectifs clairs pour déjà 2030. Il y a un objectif d'arriver au plus ou moins 50, voire plus que 50% de réduction de gaz à effet de serre pour 2030. C'est très ambitieux, mais c'est une mission qui a été donnée pour le canton de Genève, et le canton de Genève vise en 2050 neutralité de carbone. Il y a un plan climat de manière très détaillée qui est en train de se mettre au point, d'où vient l'importance de revenir sur ce travail de diagnostic qui a été fait à l'époque, bientôt 10 ans, et donc on a une vision, peut-être des indicateurs comme indice vert, comme indice de surface perméable, qui nécessite d'être réfléchi et dessiné sur un périmètre de 300 hectares. Pas avancer. On peut vraiment passer le texte. Et question de foncier, c'est quelle est la taille des parcelles, et on voit les parties qui sont foncées. On a certaines parcelles avec certains types d'occupation grandes, d'autres vraiment des petites parcelles, comme ça a été expliqué, issues des parcelles agricoles, de division parcellaire extrêmement petite. Ce qui est important, c'est les acteurs. Ça veut dire pour les grandes parcelles où il y a droit de superficie, où il y a des locataires, où il y a un seul acteur, on peut déclencher une requalification, on peut injecter une dynamique, on peut intervenir, de parler avec l'un et l'autre, tandis que dans l'autre tissu, comme ce qui est le cas ici, plutôt à droite de mon écran, donc on aura plusieurs acteurs, et donc peut-être le processus devient beaucoup plus complexe. On peut avancer. Et la même chose par rapport voilà, ce que je viens de dire, peut-être on peut mieux le voir, question de propriétaire. Les couleurs jaunes, peut-être on peut regarder. Couleur jaune, c'est les propriétaires communales. Peut-être État de Genève, les parties qui sont bleues, il y en a quelques-uns. Évidemment, peut-être on peut voir aussi celui de FTI. FTI a plus ou moins 25% de maîtrise foncière. Ces trois acteurs sont énormément importants. Ça veut dire on ne doit pas entrer dans le dialogue et dans le mécanisme extrêmement difficile avec les propriétaires. Voilà, sans être négatif, parfois c'est même positif, ça dépend en tout cas des propriétaires. Ça permet énormément d'intervenir, notamment sur les parcelles qui sont libres de construction, pour le déclencher, pour accueillir certaines entreprises, pour savoir où commencer et quel type de secteur proposer pour qu'on arrive à une dynamique de requalification quelque part à l'intérieur de ce périmètre. Donc la FTI, c'est la Fondation pour les terrains industriels. C'est une fondation droit public, donc qui est publique, mais qui gère les terrains industriels indépendamment en fait de l'État de Genève. Merci, et c'est peut-être ça mérite d'être dit que FTI est responsable de ça. FTI est aussi opérateur. Donc en fait, FTI est dans l'ensemble du processus, jusqu'à où on cherche des réflexions pareilles au niveau de grande planification jusqu'à opérationnalisation d'une parcelle pour tel ou tel type d'entreprise. Et on peut aussi voir la question des DDP, donc des contrats qui étaient signés, des locations qui étaient données, je dirais. Donc des DDP, c'est des droits de superficie et c'est des instruments de location, entre guillemets, de terrain sur 100 ans. C'est-à-dire qu'on met à disposition, on loue un terrain à un tiers sur 100 ans, mais on reste propriétaire du terrain. Et c'est le locataire qui se charge et qui finance le bâtiment. Merci de l'avoir précisé, évidemment. DDP, normalement, 100 ans. Il existe aussi sur 50 ans. En tout cas, on parle des périodes longues. Mais comme on peut voir ici, il y en a plusieurs. Les couleurs peut-être plus claires, mauves, on parle d'un DDP
qui arrive en 2020 ou 2040, ça veut dire on peut commencer déjà, on a déjà commencé à entamer une discussion pour dire bah, maintenant il faut peut-être partir ou non. Il faut surtout rester et il faut surtout être acteur avec l'État, avec FTI, avec d'autres acteurs dans le même gap, je dirais, de requalifier et d'accueillir d'autres entreprises qui sont complémentaires ou qui sont dans le même secteur, je dirais, d'activité. Donc, voilà, opportunité foncière finalement. On parle de quelle est la partie qui est constructible libre, quelle est la partie qui est constructible et occupée, et quelle est la partie bloquée pour plusieurs raisons. Ça permet aussi vraiment d'entrer dans le dur et savoir viser où il y a vraiment l'opportunité et d'où il faut commencer, où il faut prioriser, je dirais, le travail de planification. Voilà, c'est une forme d'analyse de dureté foncière, je dirais. Donc, évidemment, développement par poche d'opportunités, on peut avancer. C'est par rapport plutôt des zones villas. Il faut savoir qu'il y en a quand même d'autres opportunités tout autour des zones villas habitées. Et ça a été aussi mentionné la question des coups avec cette poche. Est-ce que ça peut rester? Est-ce qu'ils vont partir? Est-ce qu'il y a est-ce que c'est cohérent de vivre proche de cette parcelle ou pas? En tout cas, il y a ce processus, c'est aussi pour entrer en discussion avec d'autres types d'occupations sur le site. Ils ne sont pas l'affectation zone industrielle et artisanale. On peut avancer sur le texte. Peut-être une vision économique par rapport au type d'entreprise, par rapport de la taille d'entreprise. Un secteur secondaire, c'est la partie rouge, on sait, qui est vraiment important. Sauf erreur, je pense c'est 15% de PIB, et aussi 15% de l'emploi sous le canton. Évidemment, il y a ce mouvement de partir toujours pour les industries à valeur ajoutée. Il en existe. On a peut-être un peu ignoré la question de manufacture, donc, où ils ont besoin de leur espace de travail. C'est une vocation, je dirais, complémentaire. Il y a de bruit, de même façon qu'on a besoin d'autres types d'activités à valeur ajoutée. On a besoin de ferraille, on a besoin aussi de manufacture. Et donc, l'objectif de Zimesa, c'est aussi ça. Ça veut dire valoriser les zones industrielles avec leurs contraintes, aussi, merci, aussi pour manufacture, mais aussi pour industrie haute valeur ajoutée. Il en existe quelques-uns, horlogerie ou d'autres. L'idée, c'est de diversifier et permettre de vivre, enfin, de cohabiter ces différents types de secteurs. On peut voir ici, type d'entreprise. Il y a le commerce de détail, il y a le garage automobile, il y a tout type. Et voilà, aussi la question de densité d'emploi, c'est important. Beaucoup d'entreprises, chiffre d'affaires important, mais le nombre d'employés est faible. Beaucoup d'entreprises faibles employés, mais une occupation de surface grande, et d'autres non, vraiment nombre d'employés qui sont quand même nombreux et qui vont avoir plus. Requalification permet à certaines entreprises de revoir un peu leur organisation à l'échelle grande et de l'accueillir tout sur le même site. Donc, avoir plusieurs emplois. Peut-être qu'aussi un élément important à mentionner, je ne pense pas que je replonge pour ça. Donc, la densité pour l'emploi, donc, elle a été calculée, je crois, moyenne 35 mètres carrés par emploi jusqu'à 125 mètres carrés par emploi. Donc, il y a 4 ou 5 échelons, on parle de dense ou beaucoup moins dense. Comment, voilà, peut-être que ça, on peut regarder comment on peut établir, on peut revenir en arrière rapidement. Non, merci. Oui, périmètre influençable. Comment on peut établir un périmètre qui nous amène à l'essentiel? Comment on arrive d'établir un périmètre qui est quand même avec certaines visions, avec des exigences courtes, moyennes à long terme? On touche à quel tissu économique? Est-ce qu'on peut accueillir PMO et l'industrie en même temps? Est-ce que ça les intéresse finalement? Est-ce qu'on touche à leur fonctionnalité ou pas? La question de mutualisation, ça c'est vraiment important. Et est-ce qu'on arrive à regrouper plusieurs entreprises et mutualiser l'espace, mutualiser la consommation d'espace, mutualiser l'espace fonctionnel et nécessaire à leur fonctionnement? Peut-être un autre élément
Voilà, comment on arrive d'un côté requalifier, de l'autre côté quand même proposer une flexibilité. Ce n'est pas évident. On veut pas, voilà, il faut quand même des règles. Il faut arriver à un plan directeur zone industrielle avec des règles, il y a un règlement avec ça. Et de quelle manière on peut rester avec un règlement, arriver à une proposition cohérente et en même temps flexible et accueillant pour les entreprises. Voilà, je ne vais pas peut-être entrer en détail, on peut avancer. Et peut-être que je vais un peu aborder très rapidement d'autres aspects. Hein. Finalement, il y avait des réflexions sur les morphologies des îlots, sous les axes, hein, comment ça a été construit. Ça a été construit complètement différent à l'époque. Des coups de sac partout, des camions, et on peut vraiment avancer. Et évidemment, la question de rails, question de marchandises, question des connexions avec des rails qui étaient faits pour le fret, question des connexions de l'axe routière primaire, secondaire, donc ça a été mentionné. Ces éléments nous amènent à réflexion, nous amener à une réflexion afin de pouvoir établir des périmètres, de saucissonner, si j'ose dire, ou au moins se donner une échelle intermédiaire pour vraiment intervenir de manière efficace. Quand on superpose ces éléments et on superpose les éléments que je viens de mentionner, notamment les éléments économiques, densité, type d'emploi, le tissu, nous a amené à un résultat. Je ne sais pas si je laisse cette planche pour avancer. Question voilà, ça a été dit, donc je ne l'ai pas dit, hein, question de charpente paysagère, question de nature du sol, voie verte, perméabilité poche, transversale et longitudinale, et question de type densification autour de ces axes à l'intérieur de ce périmètre. Et évidemment, la question des coutures, hein, la question de comment on arrivera à connecter différents secteurs ici, l'un avec l'autre, et comment on arrive à connecter, ça a été dit, un village de Mérins, Vernier et Satigny. Donc, comment on arrive à proposer des périmètres et proposer une structure qui permet d'interconnecter ces secteurs et interconnecter à l'interne, interconnecter à l'externe ces tissus. On peut avancer. Voilà, le plan structurel, c'est le plan structurel. Je vais y arriver peut-être. Je vais aussi ouvrir un petit chapitre sous la question d'écoparc. Toute cette réflexion a été menée évidemment avec l'histoire d'une vision d'écoparc que l'FPI a développée. C'est vraiment une vision propre pour les fondations terrain industrielles. Et cette vision, il devient de plus en plus réelle, de plus en plus efficace, efficient, si j'ose dire, tant par rapport de matière d'énergie, question de déchets, question de nature sur cette zone, ça a été mentionné, aussi question de mobilité intelligente. Et il y a des objectifs vraiment de transfert à l'échelle large de minimum 9% de la part de teams de mobilité individuelle motorisée vers transport en commun. Et évidemment, donc, certains éléments vraiment très structurants, nécessaires, il faut avoir une vision. Question de réseau d'échange de chaleur, maintenant c'est réseau d'échange de chaleur et de froid, c'est nécessaire. Il faut quand même dire l'énergie que c'est comme élément extrêmement important, élément économique dans le volet durabilité, et ça permet quand même peut-être participer à la question de requalification de site. Peut-être d'autres éléments, on ne savait pas. Évidemment, aujourd'hui, il y a des réflexions sur les réseaux géothermiques, question de synergie avec Gravière, synergie entre les différents déchets produits, qui a été menée en même temps. On peut avancer. Et géomatériaux, évidemment, comment on peut gérer principalement, je dirais peut-être en résumé avec la production de moins de carbone sur le site. C'est des réflexions extrêmement poussées, accompagnées par plusieurs bureaux d'ingénieurs. J'ai tout simplement mentionné cette fiche, il date de 2019, ou même maintenant, il y a une vraie, réelle réflexion là-dessous. Il y a même des dates, je vous montrerai dans les horizons de projet. Réseau il y a d'autres réseaux qui existent déjà de cadre, de chauffage à distance, et vraiment un bouffle d'énergie propre pour les industries qui permet de mutualiser dans le temps, à long terme, mais aussi opérationnel partiellement à court terme, le chaleur et le froid pour réduction de carbone que je mentionnais. Évidemment, réflexion programmatique.
comment on peut mutualiser, comment on peut se concentrer autour de pôles gares, comment on peut amener une mixité, encore, dans quel endroit on arrive, question de verticalisation des activités. Quelle est l'idée, c'est quoi la clé de lecture, quel est le retour d'expérience pour ce qu'on appelle, sur une zone industrielle, avoir une mixité verticale. Est-ce que c'est possible et d'avoir l'industrie lourde qui a accès au rail, qui a l'accès logistique, et que peut-être avoir d'autres types de fabrication, de production, de stockage ou de bureaux ou même des PME à l'étage? Est-ce que la loi, est-ce que les règlements le permettent au canton? Et évidemment, question de mutualisation de parking, je dirais, avec l'intermodalité. On peut avancer. Et voilà, donc toutes ces réflexions. Alors, vous m'excusez, je fais une abstraction de ce que je racontais. Il y a des centaines de planches, des scénarios et 4 ans de réflexion pour établir des secteurs, voyez, des couleurs, des mots. Déjà, première question, quelles pourront être ces différentes limites, ces différentes poches? Il y en a 5 poches, excusez-moi, il y en a 5 ou 6. Quelles vont rester les poches qui vont rester zones de développement industriel artisanal, ZDIA? Et quelle est la poche qui peut-être qu'il donne le plus à devenir une zone de développement d'activité mixte dans la vocation industrielle artisanale. Suite à ça, il y a une question de nommer. Donc, on appelle ZIBAT, ZIBAT, ZDAM, ZIMOGA, ZIRIAN, ZIMESA, et dans deux parties, Nord et Sud, ZITUIL, on va en parler d'ailleurs, et une question de priorisation avec des indicateurs. Une fois superposés tous les éléments avec d'autres réflexions, permet déjà d'établir un grand périmètre qu'on appelle ZIMESA vert. Ce n'était pas si évident. Une fois établi ce périmètre, il trouve sa place, il a trouvé sa place, je dirais, dans le plan directeur cantonal et dans le plan d'agglomération, et on peut avoir des secteurs propres où la réflexion du périmètre a été faite, et on peut lancer leur plan directeur industriel, et on peut, qu'on appelle, voilà, plan directeur des zones industrielles pour chaque secteur. Mais on n'est pas parti tout de suite pour développer ces plans directeurs des zones industrielles. On a dit, c'est quoi la réflexion, c'est quoi l'instrument qui a une force politique et stratégique qui permet de garder la cohérence de l'ensemble. Et il y a encore 2 échelons. C'est ça, c'est le résultat du plan de guide. Je pense que ça sera important aussi que Mme André intervienne là-dessous. Cette plan de guide, c'est vraiment le résultat de dire il faut une vision de l'ensemble. Et cette vision de l'ensemble, tant par rapport des questions d'urbanisation, les volets, c'est-à-dire densité, opérationnalisable ou pas, question des gares, question de mobilité, question notamment, tout ce qui est jaune, c'est l'espace public, et issue aussi de tous les éléments, notamment l'économie que j'ai dit, opportunités foncières, c'est ce plan de guide qui va guider à garder une cohérence à long terme. Oui, donc ça, c'est vraiment le document de synthèse auquel on est arrivé après avoir développé toutes les thématiques. C'est le document de référence et de base maintenant pour le développement de chaque secteur. Et c'est encore, donc il a été, sauf erreur, validé, je sais pas, c'était quoi, en 2014 peut-être, ouais, je pense 2014 ou 2015. Mais encore au jour d'aujourd'hui, c'est le document de référence. À chaque fois qu'on veut développer un petit secteur ou même une seule parcelle, on fait toujours référence à ce document-là. Et puis, donc, c'est un document qui n'est pas contraignant parce qu'il n'a pas été voté par le conseil d'État. Enfin, il n'a pas été voté par les élus. Il n'a pas été voté par la population. Donc, c'est pas un document contraignant. Par contre, c'est quand même le document de référence. Et puis, suite à ça, on a effectivement développé chaque secteur sous forme de plan directeur de zone industrielle. Et par contre, eux, les plans directeurs de zone industrielle sont des documents contraignants parce qu'ils ont été votés et donc adoptés par les élus. Merci. Voilà, donc l'instrument, comme on a dit, le plan guide, qui n'est pas contraignant, mais étant donné que ça a été validé, il porte une force politique, peu importe, et c'est cet instrument qui porte la qualité, le dialogue, je dirais, entre différents volets. Ça, c'est une chose. Deuxième, avant d'arriver à les multiples plans directeurs en industriel, il y a eu quand même un grand chemin à parcourir, long chemin à parcourir, c'est les plans de secteur. Donc, par exemple, ici, il y a toute une réflexion où se trouvent les espaces publics,
un peu plus détaillé. On n'est pas à l'échelle de la parcelle, on est toujours sous le périmètre de secteur. Donc, ces différents plans sectoriels ont été menés. Là, on est beaucoup plus concret, on connaît les entreprises et les acteurs. Peut-être, c'est important, je parle de calendrier. Ça, c'est un peu de calendrier. En fait, j'ai trouvé sur notre serveur et qui est assez intéressant parce qu'on peut voir le priorité A et priorité B, un peu les périmètres, et on voit, moi je trouve ce qui est intéressant, c'est d'un côté l'ambition, parce qu'on voit plusieurs choses arriver déjà à être finies en 2016, on est en 2020, et ça montre en même temps aussi beaucoup de choses ont été faites. Ça, il faut le dire, c'est vraiment un projet stratégique. Je pense qu'il y a une mise en question sur plusieurs, vous voyez, les plans, les différents plans de zone industrielle, avec cette réflexion sur plan de guide, avec priorisation, plan sectoriel, lancer des réflexions sur chaque plan directeur. Donc, ça a pris le temps, mais l'ambition est toujours là. Et ça aussi, j'ai trouvé, c'est dans la dernière version de calendrier, c'est aussi public, on peut le trouver. On peut voir, voilà, il y a un calendrier vraiment pour SDAM, maintenant en Nantes, dans la phase de enquête publique. Donc, ça veut dire que les réflexions sont déjà là. Il se passe beaucoup de choses de 2020. Et la même chose pour les tuiles, la même chose par rapport à cette barreau autoroutière qui était donc la réalisation qui sera déjà mise en service en 2027. Donc, ambitieux, mais le calendrier, il est toujours là et la planification va se suivre. Voilà. Voilà, donc moi je vais très rapidement parler de la charte des espaces publics parce que je vois que l'heure tourne, on n'a plus beaucoup de temps. Donc la charte des espaces publics, c'est un document qui a accompagné le plan guide que vous avez vu tout à l'heure, qui était donc le document de référence. Et ça, c'est une charte pour les espaces publics et paysagers. Donc on a simplement repris sur la base du plan paysage, du plan guide, différents secteurs sur lesquels on a zoomé et on a donné en fait des indications de comment est-ce qu'on pouvait aménager ces espaces. Donc là, on a par exemple un espace qui fait partie de ce qu'on a appelé les espaces de transition avec la zone agricole. Donc voilà, on a fait à chaque fois des coupes types et puis des photomontages pour montrer avant-après, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour ouvrir cette zone industrielle sur l'agriculture en créant justement des dégagements et en essayant de moins se fermer. Ça, c'est aussi un exemple d'un chemin qu'on va densifier à gauche et puis à droite, on va essayer de le mettre en lien avec la zone agricole, avec des itinéraires de promenade. Ça, c'est une des transversales que je montrais au début. Donc, on voit qu'on essaie de l'aménager avec une allée d'arbres et des cheminements pour la mobilité douce. Donc, pareil aussi pour la route de Satigny, où là, on inclut aussi la gestion des eaux sur le côté avec des noues et des bassins de rétention pour faire de la gestion à ciel ouvert. Une autre des traversées, et puis aussi un maillage un peu plus fin de cheminements qui sont réservés à la mobilité douce à l'intérieur de la zone industrielle, et notamment pour relier les espaces de délassement déjà existants, comme des jardins potagers familiaux ou des zones sportives. Donc là, c'est l'exemple justement de la zone sportive. Aménager des bandes herbeuses pour protéger vraiment ce qui est le piéton du trafic motorisé. Et puis, essayer de créer un maillage de mobilité douce plus fin pour rendre toute la zone perméable à travers des cheminements secondaires. Et puis, travailler sur les espaces publics. Donc, soit des petits espaces d'arrêt ou de repos à des embranchements de chemins de mobilité douce, ou alors des espaces publics qui sont liés à des gares, comme là, la gare Zimeza qui a été construite d'ailleurs depuis, et puis la gare de Mérin. Et puis, on a aussi travaillé donc justement sur un maillage fin. Donc, tout ce que vous voyez en rouge, c'est les chemins à requalifier ou à créer. Et puis, les chemins verts, c'est les chemins existants. Donc, on voit bien qu'il y a un gros manque au niveau des cheminements piétons. Et puis, on a aussi fait des recommandations sur des zones d'arrêt, ici, des servitudes qui pourraient être mises en place lors d'une demande de permis de construire. On pourrait imposer un passage public sur le côté pour permettre de désenclaver des zones, travailler sur la gestion des eaux à ciel ouvert, comme je le disais tout à l'heure, donc sous forme de noues, de fossés,
sec. Et puis, on a fini notre charte en fait en mettant en place une stratégie d'intervention, enfin une espèce de calendrier aussi de priorisation des interventions où on a nommé les lieux clés. On leur a donné des degrés d'urgence, des degrés de faisabilité, des degrés d'investissement pour savoir si c'est peu coûteux, très coûteux, si c'est facilement faisable, si c'est très simple, si ça doit être, si c'est urgent ou pas urgent. Et à chaque fois, on a édité en fait un tableau par secteur pour montrer qu'est-ce qui devait être fait avec les principes d'aménagement, les actions à mener, le financement connu, les maîtres d'ouvrage, le phasage et la propriété. D'accord. Donc voilà. Et puis on voulait juste vous montrer en fait Zituil, c'est donc une des parties de Zimesaver qui est en fait tout au bout, hein, qui n'est pas vraiment reliée au reste, mais qui est un peu stratégique parce qu'elle va se retrouver sur le tracé de ce nouveau barreau routier. Et puis, en l'occurrence, sur ce secteur-là, on a réussi à aller un peu plus loin, à faire des propositions aussi plus concrètes, notamment sur les espaces publics, mais aussi sur le bâti et la densification, en parlant de typologie de bâti, de densité, de hauteur, etc. Alors, je laisse juste la parole à M. Zarian sur la question du bâti. Merci. En effet, Zituil, ça fait partie du grand projet Zimesaver. C'est la partie, je dirais, miniature. Et le défi, c'est parce que cette barreau routière qui passe, autoroutier, excusez-moi, qui doit servir la zone, passe au milieu de zone Zituil, donc zone industrielle tuilière. Et en fait, ce qui est assez important, cette zone est accolée à une zone forêt classée émeraude. Donc, et de l'autre côté, ce que vous voyez à côté droite, pouvez-vous revenir sur le slide d'avant? Non, oui. Et évidemment, donc, de l'autre côté, donc, à droite, c'est village Quartier résidentiel. Quartier résidentiel, merci, Vernier, j'allais dire. Ça laisse, voilà. Donc, d'un côté, deuxième chose, la question de encore périmètre, comment on peut aller introduire d'autres périmètres pièce par pièce, et comment on peut faire avec, quel type de vocation on peut proposer d'un côté et de l'autre côté de cette boue de giratoire et infrastructure routière, routière, afin de rendre cette pièce agréable. Évidemment, donc la question de bâti, quel type de gabarit ou quel type d'activité ici et l'autre côté, et si cette occupation des pièces de ce type, on aimerait quand même requalifier l'axe, on aimerait, comment dire, la pratique change aussi. Donc finalement, peut-être le message, ce qui est important, c'est que les entreprises changent. Hein. Ça, c'est les vitrines, les entreprises, ils ont leur enseigne, ils travaillent autrement, ils demandent l'espace public, il faut un service à la zone, il faut un point de repère pour qu'on se retrouve là-bas. De plus en plus, le travail est valorisé, la manière de travailler, valoriser, revoir cette zone change. Et d'ailleurs, l'occupation des pièces change. L'espace non construit s'organise aussi. Et voilà, peut-être ça c'est important de dire, on a aussi toujours une réflexion. OK, on développe toujours une vision, une réflexion à grandes échelles, mais il y a la question d'étapage. D'où commencer, où on peut opérationnaliser le plus vite, et c'est quoi le lien, comment on peut commencer un travail, donc acteur par acteur, le premier qui arrive déclenche, donne une énergie positive et permet requalification étape par étape, par contamination, si j'ose dire. Et l'élément essentiel de ça, c'est tout ce qui a été expliqué notamment par Mme André, c'est les espaces publics comme élément vecteur qui permet de faire ce lien. Alors à nouveau, on a mis en place une charpente paysagère, une charpente des espaces publics pour donner une structure à cet espace et une qualité et une identité aussi, avec un traitement différent par strate en fait, selon la position des secteurs dans le site. Et puis notamment cette dilatation, enfin ce traitement de la lisière de la forêt actuelle avec un point bas de récupération des eaux pluviales qui est en fait l'embouchure, non pas l'embouchure, pardon, le point de départ, la source en fait d'un an qui se jette dans le Rhône. Donc une zone nature
des espaces publics autour de bâtiments de services, des chemins pour assurer la perméabilité pour la mobilité douce, et puis un maximum d'allées d'arbres et d'espaces verts. Donc voilà, on a aussi établi en fait un cahier de recommandations avec à nouveau des coupes types et des principes d'aménagement par secteur. Là, on est sur le secteur justement de la zone forêt qui donne clairement une identité à cette zone industrielle. Et puis des recommandations exactement pour ce qui se passerait pour ce qui se passerait à l'intérieur des parcelles privées. Donc un maximum d'espaces perméables, des façades avenantes, des espaces pour la mobilité douce, etc. Voilà, je passe rapidement comme ça aussi des principes d'aménagement pour le stationnement, pour la gestion des eaux, etc. Voilà. Donc, merci beaucoup. J'espère qu'on n'a pas été trop long. Merci beaucoup pour la présentation.